Je vous ai dit, on est dimanche 18 juin 2023. Et aujourd'hui, nous sommes là pour finalement parler de la réindustrialisation de la RDC. Et j'ajoute, il faut bien commencer quelque part. Réindustrialiser la RDC. Nous devons bien savoir commencer quelque part. Tous les pays industrialisés que nous envions, que nous admirons, où nous allons nous exiler, où nous allons chercher, je ne sais pas, des débouchés, où nous allons chercher du travail, eh bien, intéressez-vous au parcours d'industrialisation de ces pays-là. Ils ont commencé quelque part. Ça n'était pas toujours comme ça. Ça n'était pas une génération spontanée, les amis. Et aujourd'hui, on va essayer de regarder un aspect de cela. Et vous allez juste me permettre d'opiner, de vous donner mon petit point de vue là-dessus. Et puis, vous me donnerez le vôtre. Et puis, on s'en sortira tous édifiés. Donc, l'inauguration, comme vous avez suivi, les amis, le 10 juin 2023, d'une usine de montage de bus Mercedes à Kinshasa, on est en RD Congo, dans un pays où l'industrie locale est quasi inexistante. On aurait pu peut-être s'attendre à une certaine occasion de rassemblement, pour saluer, pour se rallier autour du drapeau, pour ainsi dire, pour peut-être saluer d'abord et ensuite, seulement ensuite, critiquer cette initiative. Cette initiative qui, je le rappelle, est censée créer des emplois locaux, censés stimuler un tant soit peu l'économie locale, créer un certain transfert de compétences, et j'en passe, et des meilleurs. Donc on se met d'abord d'accord sur un thème qui nous rassemble, et ensuite chacun donne son intelligence. Pourquoi peut-être ça aurait pu être fait différemment? Pourquoi ça aurait pu être fait différemment? Pourquoi c'est mieux, ça aurait été mieux si c'était fait différemment? Quelles sont les failles dans la manière dont ce projet a été mené aujourd'hui, cette usine qui est en train d'être ouverte? Voilà, on se met d'accord sur un tronc commun, une nation, et puis on peut toujours, si vous voulez, discuter, débattre, critiquer positivement, critiquer négativement ce qui se fait autour. Mais au lieu de tout ça, les amis, j'étais quand même un peu peiné de constater, comme beaucoup d'entre vous, peut-être si vous avez un peu suivi l'actualité de ces derniers jours, on est là à la mi-juin, en RD Congo, on a eu droit à des prises de bec d'une grande violence, les amis. Une opposition de principe, sans concession. Un déversoir de haine. Ben, je vais oser le mot, les amis, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Des invectives à n'en pas finir. Et du coup, je me pose la question, je me questionne, les amis, et je vous pose la question. En quoi ce rendez-vous manqué avec un peu de cohésion nationale est-il le symptôme d'une nation profondément déchirée? Cette usine que vous voyez là, est-elle une aussi mauvaise idée que certains Congolais ont peut-être voulu nous faire croire? Est-ce vraiment mieux d'importer des bus plutôt que de les monter sur place, chez nous? Alors, on va tenter d'éclairer tout ça. On va tenter de décrypter. On va tenter de comprendre. On va tenter de réfléchir, vous et moi, dans la droite ligne de notre idéal ici sur Excel Africa Business, BizTech. Et vous savez ce que nous avons l'habitude de dire. On essaie un tant soit peu d'éclairer les masses, les informer du progrès, les outiller pour la concurrence. Voilà pour le... Maintenant, les amis, les faits. Alors, vous avez vu, comme moi dans la presse, ouverture, inauguration d'une usine de montage, comme ici par exemple sur un tweet de la présidence de la République. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a inauguré ce samedi à Kinshasa, on est le 10 juin, à l'usine Suprême Automobile dédiée au montage de bus de marque Mercedes-Benz. Actualité largement relayée dans la presse, aussi bien locale qu'internationale, comme ici ce papier de Agence Ecofin que je vous relate et qui titrait « La RDC se dote d'une nouvelle usine de montage de bus Mercedes ». Le papier continue en disant « Annoncé depuis plus de 3 ans, la nouvelle usine de montage se veut un symbole de la reprise de l'industrie automobile en RDC ». Une nouvelle usine de montage de bus, la marque Mercedes, inaugurée donc le 10 juin à Limete, on est à Kinshasa, par le président congolais Tshisekedi, d'une capacité de production de 25 bus par mois. Elle réalisera à ses débuts le montage de 2 modèles, à savoir un modèle Mercedes-Benz 1723, 49 places assises, et Mercedes-Benz 917, 39 places assises. L'article termine plus ou moins en disant voilà que cette implantation, cette unité
figure parmi les points d'accord signés en 2020 avec Survey, ou AirServe, je pense que c'était, ou Survey, je ne sais plus, dans le cadre de la livraison de 670 bus à Transco. Transco, pour ceux qui ne savent pas, c'est la Société des transports du Congo. C'est la société qui assure en fait le transport interurbain, notamment dans la capitale Kinshasa, et qui a vocation normalement à s'étendre dans toutes les grandes villes, ou en tout cas la plupart des grandes villes de la RDC. Un marché donc, on nous dit, décroché par plusieurs entreprises. L'initiative s'inscrit dans une démarche de relance de l'industrie automobile congolaise, autrefois fleurissante, portée par des constructeurs comme General Motors et Iveco, qui ont été forcés de fermer leurs usines à la suite des grandes émeutes en 91-93. Vous vous souviendrez peut-être, et pour ceux qui ne le savent pas, je vous rappelle, je vous signale, 91-93, début des années de la décennie 90, donc la RDC a connu de terribles remous qui ont fini de décapiter notre économie parce qu'il y a eu des scènes de pillage. Tous les investisseurs, le peu qui étaient restés dans le pays, ont pris la peau d'escampette. Voilà. C'est pas la seule chose qui a tué l'économie de notre pays, parce que je vous rappelle, pour ceux qui suivent un peu, l'économie de notre pays, elle a commencé à être tuée déjà au moins 20 ans avant ça, c'est-à-dire au début de la décennie 70, avec notamment le phénomène de zaïrianisation, c'est-à-dire une nationalisation plus ou moins des biens et des unités de production appartenant à des expatriés, sans assurer un contrôle ordonné, un passage ordonné, transfert ordonné de compétences. On l'a fait un peu n'importe comment. Et voilà, ça a beaucoup impacté notre industrie. Et 20 ans après, au début de la décennie 90, c'était vraiment la fin. Et beaucoup d'observateurs sont d'accord pour dire que le pays ne s'en est carrément jamais relevé. Voilà un peu le contexte dans lequel on analyse ces faits. Voyez-vous? Voilà un peu le contexte dans lequel on situe le sujet du jour. Et là, on a eu droit à une flopée de réactions, dont je vous en tire quand même certaines des plus emblématiques sur les réseaux sociaux, de certaines personnalités, notamment de premier plan, dans la scène, dans la vie de tous les jours dans notre pays. Et vous pouvez toujours voir ça sur les réseaux sociaux. Ici, il n'est pas question de faire des fixettes sur les individus, mais plutôt de regarder des réflexions que d'autres compatriotes émettent sur une thématique qui nous concerne tous et d'essayer de voir est-ce que ce jus de cerveau, il est potable, qu'est-ce qu'il y a à apprendre, parce qu'à la fin de la journée, on est tous des compatriotes et chacun de nous a le droit de réfléchir sur comment il entend le développement de notre pays. Donc, c'est pas du tout des attaques. C'est plutôt pour comprendre qu'est-ce que tel compatriote pense. Peut-être que je suis d'accord, peut-être que je suis pas d'accord, peut-être que vous êtes d'accord, peut-être que vous n'êtes pas d'accord. Alors, on regarde ici, en gros, vous allez voir, c'est vraiment ce point de vue ici qui représente une certaine décrédibilisation de ce projet, hein, une critique acerbe, mais assimilable carrément à un lynchage de ce projet. En gros, c'est un manque à gagner pour la DGDA. La DGDA, c'est les douanes en RDC. C'est un manque à gagner. On parle même carrément de complot contre les douanes de la RDC. C'est dire, hein, allez-y, allez voir la virulence des termes utilisés. Donc, en gros, au lieu d'importer des bus finis, des bus finis, qui vont faire qu'on paye gros à la DGDA, donc à la douane, à l'entrée du pays, eh ben, on importe des pièces détachées, on essaye par ce biais-là de contourner la douane ou en tout cas de minorer ce que l'on devra à l'État congolais à travers la douane. Ça reste quand même à démontrer, mais bon, en tout cas, c'est le point de vue de certains compatriotes. Et on fait semblant de créer quelques emplois. Je vous rappelle ici que qu'on parle de 500 emplois. Bon, 500 emplois, je ne sais pas, faites-vous votre propre opinion. Dans un pays comme la RDC, 500 emplois, moi, je dis, on ne crache pas dessus. Emplois existants, emplois nouveaux, emplois requalifiés, 500 emplois dans un pays dévasté comme il est par le chômage, moi, je serai le dernier à cracher dessus. Mais ça ne veut pas dire que le projet soit incriticable et que l'on ne puisse pas, ensemble, en tant que nation, réfléchir dessus. Donc voilà un peu, on a d'une part des avis de compatriotes tout à fait respectables qui pensent que non seulement c'est une aberration économique, mais c'est même une
Voilà, c'est une trahison, c'est un complot, c'est une arnaque, c'est une escroquerie. Ça, c'est un point de vue qui représente l'avis de certains de nos compatriotes. Vous me donnerez le vôtre, vous me direz ce que vous en avez pensé. Mais d'autre part, les réponses n'ont pas tardé. Et ces réponses-là, vous verrez qu'elles sont plutôt orientées sur le côté un peu économiquement myope de la critique que je viens de vous relater ici. À savoir que cette critique que je venais de vous relater oublie totalement le fait que ce projet sera générateur de multiples autres revenus, notamment fiscaux. Une telle entreprise engendre, qui crée des emplois, qui vient monter une usine de production sur place chez nous, devrait générer de multiples revenus à notre État, au-delà des simples douanes. Bref, impôt sur le revenu, impôt sur le bénéfice, toute la fiscalité directe et indirecte autour des revenus dus à l'État. C'est un point de vue. Et moi, je pense qu'il est temps que l'on considère aussi que notre État devrait quand même se réveiller de cette paresse, on va dire, traditionnelle, peut-être culturelle, peut-être ça a toujours été comme ça, d'avoir que certains points bien localisés qui sont les seuls générateurs de revenus. C'est pour ça qu'on voit par exemple des phénomènes que l'on peut tous décrier, les douaniers qui s'enrichissent de manière insolente parce qu'ils sont la porte d'entrée, ils sont les seuls dans un pays, je vous rappelle, qui produit très peu, qui ne produit pratiquement rien. Donc les douaniers, ils sont à la porte, ils sont les gardiens du temple, ils sont les gardiens à l'entrée du pays parce que on importe tout. Donc, tout ce qui rentre doit être contrôlé. Tout ce qui rentre doit être sujet à des frais de douane, doit être sujet à des impositions, etc. Et ce serait encore bien si tout ça finissait dans les caisses de l'État, systématiquement. Mais bon, vous savez comment ça se passe chez vous et chez nous. Je vous passe les détails. Voyez-vous. Donc, cette culture de la cueillette et du ramassage, où les douaniers sont juste assis, la population importe, eux, ils sont là pour juste, cette matière-là, qu'est-ce que le code des importations dit? C'est autant. Voilà, c'est autant. Telle matière-là. Pourquoi pas? Mais les douanes, c'est aussi l'exportation. J'aurais aimé que nos douanes soient si riches, rentrent autant d'argent, s'il s'agissait aussi d'argent qu'on exporte. Parce que quand on a exporté, ça veut dire qu'on a produit, qu'on a transformé et qu'on est prêt à revendre. Parfois, on fait de la réexportation, c'est-à-dire on n'a pas produit, on a acheté, mais en tout cas, on a acheté un peu de valeur ajoutée et puis on revend. Il y a eu au moins un peu de transformation. C'est ça, en fait, le principe de l'exportation. Et quand on fait ça, ça crée des emplois. Parce que importer, quand on importe, comme notre pays le fait aujourd'hui, tout ce qu'on fait, c'est on crée des emplois à l'étranger. C'est tout ce qu'on fait. On crée des emplois à l'étranger parce que la machine, la voiture, l'équipement, le produit que tu fais venir de Chine, eh ben, il a été conçu, il a été fabriqué en Chine, il a été mis en boîte en Chine, mis en paquet en Chine, il a été transporté en Chine et à chacune de ces étapes, c'est un emploi d'un ou plusieurs Chinois. Le concepteur, le constructeur, le transporteur, celui qui a mis en boîte, etc., jusqu'à celui qui a fait l'expédition. C'est des emplois qui sont générés en Chine ou dans l'autre pays ou dans n'importe quel autre pays, comme vous voulez. Donc, on a fait vivre leur économie et nous, ils nous font venir un produit fini que l'on consomme, souvent de manière tout à fait individuelle, rarement à échelle d'une entreprise. Donc, importer, c'est créer des emplois à l'extérieur. Nous, on aimerait devoir créer des emplois chez nous. Quoi qu'il en soit, on peut le faire différemment, on peut mieux le faire que c'est fait aujourd'hui, mais c'est ça le principe. Ce principe-là ne devrait pas être discutable. On devrait au moins tous se mettre d'accord là-dessus, parce que toutes les nations qui se prennent au sérieux se sont déjà mis d'accord là-dessus. Je ne parle même pas du fait que importer, eh ben, c'est importer, c'est appauvrir notre réserve en devises. C'est créer une balance de commerce négative parce que quand tu achètes des produits en Turquie, en Chine, en Inde, en Afrique du Sud, toi tu es au Congo, tu penses que tu les achètes dans quelle monnaie? Parce que tu n'as pas la lire chez toi, tu n'as pas de livre chez toi, tu n'as pas de yuan chez toi, tu n'as pas de rand chez toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends le peu de francs congolais que tu as, tu les transformes en dollars, qui est la monnaie, en tout cas la grande monnaie reconnue du commerce international. Donc tu aspires
toute la monnaie nationale qui traînait chez toi pour avoir suffisamment de dollars pour aller acheter à l'extérieur et faire venir les produits. Qu'est-ce que tu fais? Tu crées une raréfaction, de ta monnaie nationale. Et puis on s'étonne que notre monnaie ne fait que dégringoler. Mais c'est des principes économiques simples, les amis. Il faut à un moment que l'on commence à les appliquer. Donc, importer, c'est un, créer des emplois étrangers qui auraient pu être créés chez nous, au moins en partie. Et deux, c'est appauvrir notre pays en devises parce que tu ne peux pas passer ta commande en francs congolais pour un produit qui se trouve à l'autre bout du continent ou en Chine ou au Japon ou en Inde. Tu dois mettre ça en dollars. Donc, tu raréfies tes francs congolais et ce qui devient rare devient cher. Donc, le franc congolais dévalue. Il faut plus de francs congolais pour avoir le même montant en dollars. Voilà. Voilà le principe. Voyez-vous. Donc, moi, je suis plutôt pour ce genre de diversification-là. Maintenant, dites-moi ce que vous en pensez. Il y a les uns qui pensent que, voilà, ce projet, qui critiquent ce projet-là. Moi, je vous dis, sur le principe, je pense que c'est comme ça que moi, je vois la chose. Allez-y me dire ce que vous pensez des deux écoles de pensée, si on peut les qualifier ainsi, mais en tout cas des deux opinions. Maintenant, les amis, je continue de me questionner. En quoi est-ce un rendez-vous manqué pour afficher une rare cohésion nationale? Sommes-nous à ce point une nation déchirée? Sommes-nous à ce point une nation divisée, les amis? Eh bien, moi, tout ce que je peux vous dire à ce moment, c'est que force est quand même de constater que nous sommes devenus une nation qui s'oppose sur tout. Une nation qui s'invective sur tout. Il n'y a plus un seul sujet qui nous met d'accord, ne fût-ce que momentanément, ne fût-ce que le temps d'un week-end. Voyez-vous? Rien ne nous met d'accord. Même là, ce week-end, vous savez, on est dimanche 18 juin. Dans quelques heures, notre équipe nationale de foot, les Léopards, joue un match critique, je vous rappelle, au Gabon. Et notre qualification à la prochaine Coupe d'Afrique en dépend. Même là-dessus, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Alors que, clairement, on devrait tous vouloir d'abord, sans discussion, que notre équipe soit qualifiée, quitte à s'écharper après sur pourquoi tel joueur a été aligné, pourquoi pas l'autre, pourquoi tel professionnel ont été appelés, pourquoi pas ceci, pourquoi tel qui ne joue pas dans son club a été titularisé et non pas l'autre là qui lui a plus de temps de jeu. Voilà, on peut avoir une discussion intelligente pour ceux que le sujet intéresse. De vous dire, j'étais en train, les amis, de commenter sur le fait que, voilà, ou m'interroger sur en quoi ceci est un rendez-vous manqué pour nous, Congolais, pour afficher une rare cohésion nationale. J'étais en train de m'interroger sur le fait que nous sommes quand même devenus une nation presque irrémédiablement divisée, déchirée. Parce que, force est de constater, je le disais, qu'on est obligé, on est devenu obligé de s'opposer sur tout, de s'invectiver sur absolument tout. On n'a plus ce tronc commun-là qui fait nation, qui dit qu'on se met d'accord au moins sur ce principe-là, quitte à s'écharper sur ses variantes. Aujourd'hui, c'est des oppositions de principe, c'est des oppositions de facto. Puisque c'est toi, ça doit être mauvais. Et je ne vous parle même pas des ramifications ethnico-tribales plutôt dangereuses que nous mettons dans nos argumentaires. Je ne vous parle même pas de la haine que nous déversons les uns envers les autres sur les réseaux sociaux et ailleurs, tout simplement parce qu'on n'est pas d'accord. On a perdu cette notion du débat, cette notion de dire je ne suis pas d'accord avec toi, mais j'écouterai quand même ton avis, quitte à le démonter intellectuellement, quitte à te faire voir que voilà pourquoi tu te trompes, voilà pourquoi c'est moi qui ai raison. On a plutôt droit à un spectacle que je qualifierais de désolant et je ne sais pas comment on pourra espérer faire nation dans ces conditions. Donc voilà ce que moi j'ai à dire sur ce sujet. Mais force est de constater aussi, les amis, et ça c'est un autre constat que je fais. Je constate quand même que dans tout ce que nous racontons là, dans tout ce que nous disons, dans tout ce que nous voyons, la réalité, c'est que c'est, comment dirais-je, les politiques
Et par les politiques, entendez les protagonistes aux joutes électorales. Beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous n'en font pas partie. Mais c'est notre droit, c'est votre droit, si vous voudriez en faire partie. Mais je constate seulement que des politiques sont les meneurs de jeu sur un sujet éminemment économique. Vous ne voyez, cherchez l'erreur, les amis. Vous ne voyez pas qu'il y a une certaine anomalie ici. Trouvez quand même l'erreur 404. C'est des politiques qui sont les grands meneurs de jeu sur un sujet qui est éminemment économique. Alors, le sujet, il a ses corollaires techniques, il a ses corollaires plutôt ses aspects sociétaux, voyez-vous, il a des aspects de développement, il a même des aspects de souveraineté, donc il nous concerne tous. Mais c'est des sujets comme celui-ci, remarquez la tendance, ils ont tendance à être confisqués par la classe politique, c'est-à-dire les acteurs aux joutes, les protagonistes aux joutes électorales, surtout dans une année comme cette année 2023 qui est une année électorale. Chaque sujet est bon pour se taper dessus. Voyez-vous. Et ça m'inquiète, moi. Ça m'inquiète pourquoi? Parce que les intellectuels congolais, vous, les intellectuels congolais, nous, moi, je fais partie de cette classe-là. Eh bien, sommes-nous désormais réduits à analyser notre société, à analyser les facteurs de développement de notre pays que par le prisme des lunettes partisanes? C'est quand même inquiétant. C'est quand même inquiétant. On est où? On est où lorsque ces débats se passent? Ça, c'est un sujet économique. C'est un sujet sociétal. Par rapport aux revenus que ça crée, par rapport aux emplois que ça pourrait créer, par rapport à la transformation de notre société. On est où, nous, les intellectuels congolais, pour faire des réactions, pour faire des débats dessus, pour faire des séminaires et des conférences sur cette problématique? Quitte à édifier nos étudiants, quitte à ce que les scientifiques, les universitaires s'emparent du sujet. Ça, c'est un case study, les amis. C'est un véritable cas d'école. C'est un véritable cas qu'il faut étudier pour tirer les conclusions. Conclusions académiques, conclusions scientifiques, conclusions sociales, sociétales. Est-ce que c'est bon? Est-ce que ce n'est pas bon? Qu'est-ce qui aurait pu être fait avant? Qu'est-ce qui aurait dû être fait avant? Notre vitalité intellectuelle, académique en dépend, les amis. Nous sommes en train ici de passer à côté d'une belle opportunité d'aller enseigner à nos enfants ce qui se passe ici pour qu'ils réfléchissent ensemble avec nous. Nos enfants, par nos enfants, je ne parle pas de nos bébés, je parle de nos jeunes qui sont à l'école, qui ont déjà l'âge de raison, nos étudiants, nos stagiaires, pour qu'ils comprennent pourquoi ce projet aurait pu être un bon projet, pourquoi il est peut-être déjà un bon projet, en quoi il peut être amélioré, qu'est-ce qui est aberrant dans ce projet, qu'on fasse ce débat-là qui est un débat intellectuel, et intellectuel ici n'est pas un grand mot. Je fais juste appel à nos cerveaux. Point barre, à notre réflexion, notre contextualisation d'un sujet comme celui-ci dans notre société et ses corollaires. Au lieu de ça, on a droit à des invectives, des insultes. Vous ajoutez le fait que vous savez ce que je pense de Twitter. Twitter, c'est très difficile de réfléchir sur Twitter. Or, c'est là que se trouvent pratiquement tous les leaders d'opinion aujourd'hui. Et donc, sur Twitter, tu as quelques caractères. Bah, ce qui marche là-bas, c'est la petite punchline, c'est la petite insulte, c'est le coup de grâce pour absolument assommer ton adversaire. Ça n'est pas de la réflexion élaborée. Mais le fait que Twitter nous donne quelques caractères pour s'exprimer ne nous dispense pas de réfléchir en quelques caractères. Ne nous dispense pas non plus de peut-être prendre de déporter, si vous voulez, le débat sur des plateformes qui sont ouvertes à de plus amples discussions. C'est pour ça qu'on peut taguer, c'est pour ça qu'on peut mettre des liens, c'est pour ça qu'on peut mettre un lien sur une conversation, sur une plateforme qui, elle, peut-être traiterait ce sujet de manière beaucoup plus éducative, beaucoup plus édifiante. Au lieu de rester à la petite insulte, à la petite pique, au petit coup de grâce, tout ça pour s'insulter, s'écharper, se décrédibiliser mutuellement. Ça commence à bien faire ça, les amis. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc, et on est en train d'approcher à la fin, les amis, où je vous dis, voilà, pour, contre, d'accord, pas d'accord, jeunes, vieux, eh bien, nous, intellectuels congolais, reprenons les choses en main. Reprenons les débats en main. Opposons-nous lorsque nous ne sommes pas d'accord. Mais ne ramenons pas des vieilles rancunes électorales, des vieilles haines ethnico-tribales dans le débat du développement, dans le débat économique, dans le débat sociétal pour notre pays.
Parce que pendant que nous faisons ça, et ici, l'idée, c'est pas de dire qu'il n'y a pas que les pays développés, eux, ils ne s'échappent pas politiquement. C'est très violent. Hein? Regardez la politique, par exemple, aux États-Unis. C'est très violent. Absolument. Mais au moins sur des sujets de développement, sur des sujets de souveraineté, il y a un tronc commun où on fait un effort pour être d'accord. Évidemment que chacun veut son tour pour arriver au pouvoir, mais ça n'empêche pas que l'on soit en mesure quand même de dire que peut-être que celui qui est là, il a bien fait ceci, mais moi j'aurais fait mieux. Et voici comment. Au lieu de ça, on en est resté qu'à des insultes, des basses insultes. Ça ne nous édifie pas et moi je pense que franchement ça commence à en faire trop. Il y en a marre. Mais tout ça c'est pourquoi? C'est le prix à payer. C'est notre faute à nous. Tous ceux qui se considèrent comme des intellectuels africains et congolais, on a laissé la classe politique des politicailleurs, des politiciens qui sont, eux, dans une course au pouvoir, on les a laissés, eux, mener le débat du développement. Et aussi longtemps qu'on en est là, on tournera en rond. Ceux qui veulent aller faire concourir aux joutes électorales, c'est leur droit. Je ne le leur refuse pas. Si moi je voulais le faire, je ne permettrai à personne de me refuser ce droit-là, si tant est que je sois ayant droit. Donc, je ne vous dirai pas à vous ce que vous devez faire. Tout ce que je dis, c'est que essayons de construire une nation où on peut, de temps en temps, séparer les rivalités, le venin politique avec les sujets de développement. On se met d'abord d'accord sur le tronc, si on est d'accord. Ensuite, on s'échappe sur comment on aurait fait mieux. Moi, je pense que c'est ça. Mais quand je regarde ce qui est présent dans nos médias, dans nos réseaux sociaux, je vois très peu de ça. Peut-être que vous, dites-moi, vous connaissez des plateformes où ça se discute de manière plus posée, plus intelligente, plus réfléchie finalement. Je suis preneur, mais de ce que je vois, et surtout quand ça vient de personnalités qui sont de premier plan dans mon pays, et avec tout le respect, moi, j'estime que ça ne nous grandit pas en tant que nation. Voilà, je dis ce que je pense et je crois l'avoir dit avec le plus grand respect parce que ici sur Excel Africa, loin de nous l'idée de s'invectiver, loin de nous l'idée d'attaquer des personnes, mais toujours on est gentil, tendre sur l'homme, mais toujours dur sur les idées. On est respectueux sur l'homme, sur la femme, mais toujours dur sur les idées. Intransigeant, critique sur les idées. Est-ce que c'est bon? Est-ce que ce n'est pas bon? Si c'est bon, on applaudit. Si ce n'est pas bon, on réagit. Si on aurait pensé faire mieux autrement, on le dit et peut-être qu'on se trompe et on se fait rattraper par la brigade et on apprend. Et c'est comme ça qu'on fait nation et c'est comme ça que l'on grandit. Je ne sais pas si vous avez une autre recette. La mienne, elle est là. Je suis en train de réfléchir à haute voix avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà les amis, trouvons un socle commun quitte à s'écharper sur les matières tout autour. Et si nous n'avons pas de socle commun, eh ben, c'est un devoir. Créons-le, formons-le, construisons-le. Il en va de notre unité nationale, il en va de notre survie en tant que nation. Donc, les amis, cette initiative, cette usine, et je continue de me questionner, est-elle finalement une si mauvaise idée économique? Est-elle finalement la plus grande aberration que l'on a entendue ici et là? Peut-être. Mais essayons de voir. Dites-moi si vous pensez que c'est une aberration. Eh bien, moi, les amis, ma réponse, en ce moment, au moment où je vous parle, je vous dirai, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous savez. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà fait une religion là-dessus. Moi, je vous dis, au moment où je vous parle, on est dimanche 18 juin, je ne sais pas. Parce qu'un projet économique, les amis, tenez-vous bien, il ne se mesure quand même pas à l'aune des invectives sur Twitter. Il ne se mesure pas à l'aune de petites phrasettes par-ci, par-là et des insultes ou des colibés. Un projet économique, il se mesure sur base d'un business plan. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas, les amis? C'est quoi le business plan? Parce que le business plan, il me donnera la rentabilité économique. Il me dira si ce projet est rentable ou pas. Financé comment? Par qui? Par quel mécanisme? Je veux comprendre comment... Est-ce que c'est des fonds propres? Est-ce que c'est des banques locales? Est-ce que c'est l'État qui finance ou qui garantit? Est-ce que ça rapporte? Finalement, qui s'enrichit? Qui est derrière le projet? Ça, c'est des aspects qu'un business plan bien fait pourrait... C'est des aspects sur lesquels un business plan bien fait pourrait m'éclairer, pourrait m'édifier
la durabilité du projet, sur le point de vue, sur un point de vue, on va dire, non seulement économique, mais social, sur le point de vue de la gouvernance, la bonne gouvernance, sur un point de vue environnemental. Ces aspects-là, qu'est-ce qui a été pris en compte par rapport à ce projet? Ça va me renseigner. Sur base de ça, je pourrais vous dire si c'est une aberration ou c'est quelque chose de très bien qu'il faudrait copier. Quel est l'impact social? Tout ça, c'est des rubriques qui devraient me renseigner. Et pour ça, eh ben, un moyen standard dans le business, c'est un business plan. C'est ça qui fait ressortir plus ou moins ces aspects. C'est quoi l'impact social anticipé? C'est quoi l'impact sociétal anticipé? Combien d'emplois créés? Combien d'emplois directs? Combien d'emplois indirects créés? C'est quoi le besoin? Il répond à quel besoin? Quels sont les besoins auxquels ce projet, cette usine, cette société répond? Une étude du marché a-t-elle été faite? Une étude, une quantification, un tant soit peu du besoin a-t-elle été faite? Voilà un peu les éléments qui vous permettront, vous, et qui me permettront, moi, tous ensemble, de nous faire une idée, de nous faire une religion. Moi, avant de monter sur mon clavier et de commencer soit à faire du djalelou, soit à insulter, j'aimerais ne fût-ce qu'avoir, même de manière sommaire, des réponses à tous ces aspects que je viens de vous citer ici. C'est quoi le potentiel en termes d'industrie dérivée que ce projet va créer? Parce que vous savez, et je vous l'ai dit souvent dans d'autres vidéos, quand il y a un projet, quand il y a une entreprise qui se crée, même momentanée, eh ben, ça suscite souvent des entreprises connexes. Regardez l'exemple d'une construction, d'un chantier. Quand il y a un chantier quelque part, quand il y a un immeuble quelque part qui se crée, qui se construit, vous verrez qu'en un rien de temps, il y a toute une économie florissante ou pas d'ailleurs, qui se greffe autour. Voyez-vous? Vous verrez quand même qu'il y a de la restauration, vous verrez qu'il y a voilà, vous verrez qu'il y a des services connexes, du transport. Excusez-moi un petit instant, j'ai vraiment beaucoup de soucis techniques aujourd'hui. Je ne vous dis pas à quel point ça commence à m'énerver. Un petit instant, je vais juste m'assurer de quelque chose. Vous ne voyez pas tout sur votre écran, mais je vous dis, c'est le bazar de mon côté aujourd'hui. Total, complet. Voilà. Je crois que je suis en train de revenir. Mais donc, et ça me fait perdre le fil de mes pensées, c'est ce qui m'énerve. Voilà. Donc, j'étais en train de dire, une industrie, lorsqu'elle se crée, il y a toujours des industries qui tournent autour. Quand vous construisez un immeuble, même votre maison, une habitation résidentielle, si vous la construisez dans un coin de la ville un peu écarté, vous verrez qu'en un clin d'œil, il y a un petit marché qui se crée. Il y a une petite maman qui amène son maléo parce qu'il y a 20 maçons qui viennent ici tous les jours pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois. Tous les jours, des maçons, des constructeurs, des architectes, ils viennent à 8 heures, à 7 heures, ils sont déjà là. Ils repartent pas avant 17 heures. Ils doivent manger, ils doivent se désaltérer. Eh bien, tous ces gens-là, s'ils n'ont pas amené leur lunchbox, il faut quand même certaines facilités. Il faut quand même que la maman fasse un petit maléwa, hein, une petite gargote à côté pour qu'ils aillent manger rapidement. Et elle sait qu'ils prennent la pause à 12 heures. Donc, à 11h45, déjà, les repas sont prêts. Voilà. Et si ça peut être professionnalisé, c'est encore mieux. C'est-à-dire, vous pouvez avoir des cantines, vous pouvez avoir des services traiteurs, vous pouvez avoir des livreurs, on vient livrer la nourriture, on passe la commande déjà la veille ou le matin, etc., etc. Ça, c'est des choses qui peuvent se faire et c'est l'avantage d'avoir une industrie, une entreprise structurée quelque part parce qu'elle suscite plusieurs industries dérivées. Ici aussi, dans le cas de cette usine, ne voyons pas seulement les pièces détachées qui arrivent. C'est tout un moteur, un châssis, des pneus. Ça se fabrique, c'est déjà fait. Ça se monte, ça s'assemble, mais ça s'entretient aussi. Donc, c'est des métiers connexes qui se créent s'ils n'étaient pas déjà là. Donc, regardons plutôt ça dans sa globalité. Et si vous avez accès à ces informations, ben, vous savez où me trouver. Envoyez-les-moi et discutons-en. Je suis prêt à vous refaire un autre numéro pour vous dire peut-être ce qu'on n'aura pas eu le temps, la chance de discuter aujourd'hui. Donc moi, pour vous répondre clairement, je ne sais pas si ce projet est la réussite que l'on nous vend d'une part ou l'aberration économique que l'on nous vend d'autre part. En revanche, ce que moi je sais, ce que je peux vous dire avec certitude aujourd'hui, c'est que toute création d'emploi, toute création d'industrie, toute stimulation de l'écosystème économique et industriel
dans mon pays, la RDC, aujourd'hui, est bonne à prendre. Vous m'entendez? Toute création d'emplois, stimulation industrielle est bonne à prendre. Toute tentative de réindustrialiser ce pays-là, qui n'en a vu que trop peu depuis au moins 30 ans, avec les pillages qu'on évoquait tout à l'heure, voire plus longtemps, 50 ans, depuis que la aérianisation et autres ont commencé à complètement mettre à genoux notre économie. Eh bien, toute tentative dans cette voie-là, moi, j'achète. Ça ne veut pas dire que j'achète aveuglément, mais en tout cas, sur le principe, je prends d'abord. Voyez-vous? Parce que les amis, je vous rappelle qu'on est dans un pays quand même où le chômage bat son plein. On est dans un pays où des jeunes adultes, 20, 25, 30 ans, diplômés depuis 5, 10, voire 15 ans, n'ont simplement jamais travaillé. Vous m'entendez? Beaucoup de jeunes Congolais, 30, 35 ans, diplômés depuis une bonne décennie, n'ont jamais travaillé. Vous trouvez ça normal, les amis? Je parle de travailler. Ça veut dire vous retrouvez des jeunes qui sont oisifs, qui tournent en rond. Il n'y a pas de débouché, il n'y a pas d'avenir dans la société. Pour les plus courageux d'entre eux, des fois, ils se débrouillent à gauche, à droite. Et vous connaissez la blague, vous savez, souvent, tu rencontres un jeune chez nous. Qu'est-ce que tu fais? Non, je suis sur un projet. Non, j'attends, je fais venir des investisseurs. En fait, souvent, quand il comprend, il fait rien. Il est chômeur. Mais au moins, lui, il n'accepte pas sa condition avec fatalisme. Il se dit au moins, je vais quand même un peu essayer. Il passe 2-3 coups de fil et s'il est courageux, s'il s'exprime bien. Mais quand tu regardes, tu dis, mais en fait, ouais, je vois le mec qui se démène, je vois la dame ou la demoiselle, elle se démène. Mais en fait, quand tu regardes, il n'y a rien. C'est une coquille vide. Il n'y a rien. On te fait comment? Miroiter des opportunités, etc., etc. Surtout quand, pour nous autres qui sommes un pied dedans, un pied dehors, toujours partis en voyage à l'étranger, quand tu traites tout ça au téléphone par des voies virtuelles, c'est toujours non, mais écoute, si tu peux mettre autant, ça va faire ceci, ça va faire cela. Ok, pourquoi pas? Pourquoi pas si tu as des fonds propres? Pourquoi pas si tu peux mobiliser quelqu'un qui peut investir? Mais très souvent, quand tu essaies de mettre le nez dans l'affaire, il n'y a rien. Ça, c'est pour les plus courageux d'entre eux. Ceux qui, quand même, ne prennent pas leur sort assis, couchés. Mais pour la grande majorité, c'est des oisifs, c'est des paresseux qui sont paresseux, peut-être qui sont devenus paresseux ou qui l'étaient. C'est toujours difficile de juger les gens. L'affaire de la poule et de l'œuf, les gens sont-ils devenus paresseux parce que, à force de rester rien faire, ou les gens sont là à ne rien faire parce que intrinsèquement, de nature, ils sont paresseux. C'est toujours difficile de rentrer dans ces jugements de valeur, mais moi, ça me fend toujours le cœur quand je regarde les jeunes de ma génération, les plus jeunes, parfois même les un peu plus vieux que moi, qui sont là, qui n'ont rien fait de tout ce qu'ils sont allés à l'école avec moi étudier, parce que la société ne leur a pas offert suffisamment de débouchés. C'est triste. Je ne sais pas si on attend quoi pour qu'on considère ça comme une catastrophe nationale. C'est une bombe. C'est une bombe. Je vous rappelle, dans les pays qui se prennent au sérieux, à 15 ans, 16 ans, 17 ans, plus tard 18 ans, l'enfant, au moment où il a déjà son bac, il a déjà travaillé. Il a déjà travaillé 1 an, 6 mois, voire 2 ans parfois, voire plus. Même s'il s'agit seulement de servir dans un McDo, même s'il s'agit seulement de nettoyer les tables, de prendre les commandes dans un service au volant. Il a déjà fait quelque chose. Il a travaillé dans une station essence. Il a intégré la discipline du travail, la ponctualité. On arrive à telle heure, on prend la pause à telle heure, on repart à telle heure. Voilà comment je fais pour me demander mes congés. Voilà comment je fais pour signaler si je ne serai pas là au travail. Il a appris le minimum. Et pour les plus curieux d'entre eux, pour les plus doués d'entre eux, pour les plus intelligents d'entre eux, ils ont appris comment fonctionne une entreprise, comment tenir une caisse, comment tenir une petite comptabilité. Ils ont appris à gérer leur propre argent. Ils comprennent à 15 ans, 16 ans, 18 ans, 20 ans, l'enfant sait que quand je demande l'argent à papa et qu'il dit non, peut-être qu'il y a une bonne raison, ou qu'il me donne, ou que maman ne m'a pas donné tout ce que j'ai demandé, elle m'a donné un peu moins, il y a une bonne raison, parce que moi je travaille, j'ai travaillé, je sais combien c'est dur de gagner de l'argent, je sais combien c'est dur d'épargner, je sais que parfois ça monte, parfois ça descend, comment maintenir son cash flow au niveau personnel déjà, comment épargner, comment peut-être investir un tout petit peu, mais quelqu'un qui a 30 ans, qui n'a jamais travaillé, où voulez-vous qu'il ait appris toutes ces notions-là? Donc, quand quelqu'un crée des emplois au Congo, moi, je le respecte. Je suis désolé. Quand quelqu'un crée 100 emplois au Congo, moi, je le respecte. Et je ne connais pas beaucoup de pays
au monde où vous irez, vous créerez quelques centaines d'emplois et il y aurait des autorités qui vont rechigner à venir vous voir. Dans beaucoup de pays aujourd'hui, moi je vous lance le pari, allez dans beaucoup de pays, en Occident, en Orient, en Afrique, si vous arrivez, vous créez 500 emplois. 500 emplois. Avec tout ce qu'il y a comme corollaire, je vous promets que une grande autorité va vous recevoir. Sinon, l'autorité suprême du pays. C'est juste comme ça, parce que les pays qui se prennent au sérieux, ils respectent les créateurs d'emplois. Quelqu'un qui crée un emploi, il faut le respecter. Tous ne vont pas finir là, d'autres sont des employés, il faut les respecter aussi, mais quelqu'un qui prend le risque et qui fait tourner une unité de production qui va faire que 200 de mes frères, sœurs, compatriotes vont sortir du chômage, certains de manière plus pérenne que d'autres, et d'autres qui vont avoir des emplois indirects. Moi, je dis d'abord respect, ensuite on peut voir s'il y a à critiquer ou pas. C'est mon point de vue, donnez-moi le vôtre. Voilà. Donc, on est aussi dans un pays, les amis, et on est en train de finir, les amis. Je suis juste en train de vous mettre tout ça dans le contexte. C'est-à-dire, on a une initiative, on peut en penser ce que l'on veut, mais c'est un pays, non seulement où le chômage bat son plein, mais on est aussi dans un pays où la professionnalisation des métiers est quasi inexistante. Est-ce que vous m'entendez? Professionnaliser les métiers chez nous, on a oublié, on ne connaît pas. On a pris l'habitude et le goût du bricolage, les amis. Bricolage, je dis bien du bricolage. Mais le problème, c'est que le bricolage, les amis, ça ne fait rêver personne. Le bricolage, ça crée zéro émulation. Vous savez, quel que soit le métier, s'il est fait avec professionnalisme, dans un environnement qui appelle au respect, un environnement qui respecte les normes, un environnement prospère, eh bien, quelle que soit la nature de ce métier-là, il a tendance à susciter des vocations. Je vous donne un exemple. Si je devrais dire à ma fille, moi je veux que tu sois une grande fabricante de beignets, de beignets, les beignets. Pourquoi pas? Mais si ma fille, tout ce qu'elle a vu dans sa vie, c'est les mamans qui fabriquent les beignets au coin de la rue, chez nous, que beaucoup d'entre vous connaissez. Ces mamans assises au soleil, en train de tirer le diable par la queue, avec un petit mbaboula, avec ses petits beignets. Mbaboula, c'est brasero. Avec ses petits beignets, avec un bébé au dos qui dort la bouche ouverte. Et les mouches qui viennent dans un environnement complètement insalubre, sans espoir, sans perspective, sans projet. Mais la maman, on sait qu'elle est là. Et pourtant, elle rend un service à la société. Certains considèrent même les mamans vendeuses de beignets, les mamans fabricantes de beignets comme pratiquement des héroïnes nationales chez nous. Vous savez, nous les Congolais, on ne badine pas sur les beignets. Faites pas semblant. On ne badine pas sur les beignets. Moi, tous les Congolais que je sais, dans ma propre famille, mes proches, mes amis, il y en a qui font des régimes, il y en a qui veulent perdre du poids, il y en a qui ont réduit le sucre, il y en a qui ont réduit la graisse, il y en a qui s'essaient à être végétariens, tout ce que vous voulez. Quand on met les beignets sur la table, là, c'est une autre histoire. Les beignets, chez nous, c'est une religion, c'est pas un plat, c'est quelque chose, ce n'est ni une entrée, ni un dessert, ni un plat principal, c'est les beignets. Voilà, c'est comme ça, c'est les beignets. Est-ce que vous êtes d'accord? Eh bien, voilà, nous, quand on fait ça, c'est parce qu'on aime ça. Mais ces mamans-là, qui nous servent ces délices-là, souvent, elles n'ont pas de projet. Souvent, elles n'ont pas été formées. Souvent, elles ne sont pas encadrées. Souvent, elles commencent avec des petits de bouts de ficelle. Et souvent, elles sont héroïques dans le fait qu'elles le font pendant des années et des années. Vous verrez que peut-être qu'elles ont scolarisé des enfants dans ce bricolage-là. Mais si je demande à ma fille de devenir fabricante de beignets, si c'est tout ce qu'elle a vu, elle me dira qu'elle n'a aucune envie. Par contre, si elle a vu une chaîne professionnalisée de pâtisserie, de boulangerie, de fabrication de ces mêmes beignets-là, mais dans un environnement plutôt salubre, plutôt où on traite la matière première, voilà comment on la transforme, voilà comment on vend, dans un espace qui donne envie. Elle peut dire oui, pourquoi pas. C'est pareil avec nos cordonniers au quartier.
Lequel d'entre vous ici allez demander à votre fils demain de devenir cordonnier et il va accepter si tout ce qu'il a vu, lui, c'est le cordonnier du quartier, comme on en voit tout plein chez nous. C'est vraiment le mec le plus malfamé du quartier. Et pourtant, il rend des services. On va de temps en temps chez lui quand on a les souliers bien ouverts comme un poisson, là, allez, il nous dépanne, mais souvent, voilà, on les paye en monnaie de singe parce que bon, c'est vraiment, c'est à la limite le fou du quartier. Mais il a quand même une petite compétence, il nous dépanne comme ça. On ne le prend pas au sérieux. Mais allez voir une usine de maroquinerie, allez voir une usine une usine de cordonnerie, allez voir comment on tanne le cuir, allez voir comment on fabrique des ceintures, des chaussures, même à un niveau semi-industriel. Mais ça donne envie. Quand tu en parles à ton fils, quand tu en parles à ton enfant, ben l'enfant dit mais non, moi j'aimerais être le patron de cette industrie-là. J'aimerais avoir des gens qui travaillent pour moi comme ça. Ça peut susciter des vocations. Et non pas seulement quand on est là à faire du bricolage. Donc, essayons de plutôt avoir une préférence pour la valorisation des métiers. La professionnalisation des métiers. C'est ça qui suscite de l'émulation. C'est ça qui suscite des vocations finalement. Plutôt que de se contenter du petit bricolage. Oh non, on a des mécaniciens qui font ceci. Oh non. Et quand tu regardes, il n'y a rien. C'est pas professionnel. Ça donne envie à personne de faire comme eux. Lui, il le fait parce que peut-être, voilà, il a commencé comme ça par hasard, il est tombé dedans, il s'est perfectionné dedans, et le jour où il mourra, ça sera la fin de l'entreprise. Parce qu'il a donné envie à personne de faire comme lui. Vous ajoutez une société où très souvent on est plutôt dans l'amateurisme, très souvent on est plutôt dans mais l'amateurisme le plus total. Et malheureusement, ces habitudes, on les embarque même à l'étranger, hein. Je suis pas seulement en train de jeter la pierre sur l'Afrique. Si vous n'êtes pas congolais, dans votre pays, ça se passe comment? Dites-nous. Mais moi, j'ai vu même dans la diaspora, on a tellement peu appris à professionnaliser les métiers que souvent, quand on est un bon électricien congolais dans la diaspora, c'est difficile d'être organisé. Il y en a qui le sont. Mais moi, j'en ai côtoyé beaucoup, j'en ai coaché beaucoup. Un électricien, un plombier, un peintre. Vous sentez qu'il y a du talent. Vous sentez qu'il a fait quelques efforts, peut-être quelques études dans ce domaine-là. Mais organisation zéro. Zéro. Je vous raconte pas, moi, je fais venir un frère de la communauté. Ben, viens, on va essayer de travailler. J'ai ma cuisinière qui marche pas. Je sais pas, j'ai un problème électrique à la maison et tout. Tu te dis, bon, voilà, tu vas faire venir des grandes sociétés là qui vont te facturer beaucoup trop cher pour ne rien faire. J'ai un compatriote, j'ai un frère que j'ai rencontré dans un cadre congolais. Viens m'aider. Mais le gars, il débat. D'abord, tu l'appelles. Pour l'avoir, c'est un problème. Et quand tu l'as, il te raconte que est-ce que tu peux lui envoyer un peu d'argent parce qu'il n'a pas l'argent de prendre un taxi, parce qu'il ne sait pas prendre un Uber. Et puis, quand il arrive, non mais il se pointe comme ça, là, et il te demande, mais vieux, est-ce que vous n'avez pas une pince dans la maison? Ici, j'ai dit, mais mon frère, soyons sérieux à un moment donné. Moi, je suis banquier, moi, je suis informaticien, moi, je suis facilitateur d'affaires. Je te fais venir parce que le plombier, c'est toi. L'électricien, c'est toi. La cuisinière, elle est là, ça fait 2 jours qu'on n'a pas préparé parce qu'elle ne fonctionne pas. Et tu arrives chez moi, tu veux que tu me demandes si j'ai un testeur, si j'ai une pince dans la maison. Mais on est tombé sur la tête ou quoi? Ça, c'est des trucs auxquels on a l'habitude quand on fait venir nos frères pour nous dépanner. Alors quand tu fais venir les autres, très souvent, il y a aussi, écoutez, le manque de professionnalisme, c'est quand même quelque chose, c'est comme la stupidité, c'est quelque chose qui est également réparti parmi les humains, mais très souvent, quand tu fais venir quelqu'un d'autre, dans les pays où vous voyez des jeunes qui se débrouillent, qui ont appris ça, et dont les pays ont instauré des systèmes pour leur apprendre le professionnalisme, mais quand le gars y arrive, il n'est peut-être pas aussi compétent que le jeune Congolais que tu as fait venir avant-hier, mais il débarque avec sa camionnette. Il t'a communiqué le prix au téléphone déjà. Tu sais pourquoi il est là. Il te dit c'est pour son déplacement, c'est autant. Call out fee. Et puis il te dit par heure, c'est autant. Donc là, il arrive, tu sais à quoi t'attendre. Tu veux pas, il démarre sa voiture, il part chez un autre client. Il garde tes coordonnées. De temps en temps, tu reçois, après quelque temps, un petit SMS où il te rappelle qu'il existe. Moi, j'ai des jeunes comme ça, très doués, des compatriotes qui n'ont pas appris tout ça, eh bien, il faut les coacher, et c'est ce que je fais avec plaisir, mais c'est quand même pour dire l'état d'esprit. Les gars, chaque fois qu'ils appellent, ils te demandent, Nanyuana, c'est qui? Mais mon frère, ça fait 2 ans que
à intervalles réguliers, je t'appelle pour une installation à la maison. Tu t'es même pas foutu d'enregistrer mon numéro. Je te demande pas d'ouvrir un call center électronique et tout ça. Juste enregistrer mon numéro pour que quand je t'appelle, ah JP, c'est toi, oh, d'accord, que se passe-t-il? Rien. Voyez-vous? Donc ça, c'est la culture de l'amateurisme que l'on amène de chez nous souvent vers d'autres cieux et on continue comme ça. Donc, tout ce qui peut créer un semblant de professionnalisation chez nous, moi j'achète. Je ne sais pas vous, mais moi j'achète. On conclut les amis, une initiative de ce genre, un projet de ce genre, ce que ça fait, c'est que ça relocalise les compétences vers chez nous les amis. Ça relocalise les compétences sur toute la chaîne de valeur, en commençant par les douanes, la logistique, des métiers plus techniques. Ça relocalise. Lorsque tu fais venir un bus tout fait, eh ben, peut-être le douanier va se frotter les mains, l'État va encaisser de l'argent, bien entendu, devrait, parce que on sait comment ça se passe. Et puis c'est tout. Peut-être ça créera un emploi pour un chauffeur parce que le bus, il était déjà fait quand il est venu. On a juste besoin d'un gars pour le conduire. Point barre. Et d'un espace pour l'entreposer. Donc, le propriétaire de l'espace, il va toucher quelque chose. Le chauffeur de bus, il aura peut-être un emploi. Et le douanier, bien évidemment. Et puis, c'est tout. Mais alors que quand je le monte sur place, si le projet est bien fait, bien ficelé, c'est autant d'emplois que je crée et autant de types de revenus et autant de types de valeur ajoutée sur toute la chaîne de valeur. Réfléchissez-y un instant, les amis, et dites-moi si je suis complètement à côté de la plaque. Donc, avec un tel projet, non seulement on relocalise les compétences, les amis, mais aussi on les perfectionne. On a la chance de perfectionner ces compétences à travers tout ce qui est transfert de compétences, les amis. On a la chance de faire que même si l'investisseur, au bout de quelques années, changeait d'avis sur notre pays, eh ben, nos frères, nos sœurs auront été formés et auront peut-être eux aussi suffisamment d'expérience pour que, avec un peu d'accompagnement financier, managérial et autres, eux aussi, ils créent des entreprises, des industries de ce genre. Mais lorsque tout ce qu'on a fait, c'est de recevoir du made in, je ne sais où, du prêt à porter, du prêt à rouler, puisqu'on est dans le cadre d'industrie plutôt mécanique et de bus. Quand est-ce qu'on va apprendre, ne fût-ce qu'à monter ces choses nous-mêmes? Voilà les amis. C'est ce que moi, je pense. Et une telle initiative, finalement, elle nous permet d'autonomiser un grand nombre de Congolais. Avec des revenus prévisibles. Avec des revenus réguliers. C'est finalement comme ça qu'on crée une classe moyenne. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord, les amis? Alors, la classe moyenne, techniquement parlant, selon où vous êtes, vous me direz c'est entre autant d'euros et autant d'euros. C'est ça la classe moyenne. Mais en gros, pour faire très simple, c'est une catégorie de la population qui, par son revenu, a déjà dépassé le seuil de pauvreté. Dans chaque pays, il y a ce qu'on appelle le breadline. En deçà de ce revenu-là, tu tires le diable par la queue, mais alors terrible. Tu ne sais pas te loger, tu ne sais pas te vêtir, etc. Mais au-dessus, tu commences à être, voilà, tu rentres dans la classe moyenne. Tu n'es pas encore riche, mais c'est les gens qui se lèvent tous les matins pour aller au boulot, en présentiel ou en virtuel, peu importe. Mais ils doivent travailler. Ils ne sont pas assez riches pour se permettre de prendre des vacances de 6 mois parce qu'ils ont besoin de leur salaire pour continuer à financer leur train de vie, pour payer leur loyer, pour payer leur prêt hypothécaire, pour payer leur voiture, pour nourrir leurs enfants, etc. Mais ils ne sont pas encore assez riches pour devenir des grands investisseurs dans des entreprises ou avoir de grosses épargnes. Mais ils peuvent épargner quand même quelque chose. Donc, ils vivent avec l'espoir. C'est eux qui font tourner le système financier parce que c'est eux qui vont à la banque pour dire j'ai besoin d'un petit crédit pour m'aider à passer le cap. J'ai commencé un projet, mais avec mon salaire, ça me permet, c'est vrai, de vivre plus ou moins confortablement, mais ça ne me permettra jamais de prendre de mes épargnes pour monter cette entreprise. C'est ça la classe moyenne. Alors, on peut aussi parler de paupérisation de la classe moyenne parce que même en Occident, même dans les pays développés, des pays riches, la classe moyenne est en train de se paupériser un peu partout. C'est-à-dire, elle se rapproche vers le bas. Donc, elle va de plus en plus près de la ligne de pauvreté. C'est pour ça que vous avez des gens qui aujourd'hui, que ce soit en France, en Belgique, au Canada, aux États-Unis et dans tous les pays développés que vous connaissez, qui travaillent pour payer la maison, acheter la nourriture et encore mettre le carburant et puis c'est fini.
le cycle recommence. Ils ne sont pas encore tout à fait pauvres. Ils n'ont pas droit aux facilités sociales qu'on donne aux pauvres qui, eux, n'ont rien. Mais ils ne sont pas assez riches pour faire ces grandes choses que les riches font. Et c'est un sujet de société tout à fait séparé du débat d'aujourd'hui, mais c'est un vrai problème. Mais cette classe moyenne-là, ce débat, chez nous, il ne se pose même pas, parce que la classe moyenne chez nous, elle est inexistante. On a quelques riches qu'on peut considérer comme riches, et presque tout le reste est pauvre. Et vous avez une classe moyenne toute fine, là. C'est des employés de quelques 3 banques, quelques 4 mining, quelques 2 opérateurs téléphones, quelques entrepreneurs qui, eux, se débrouillent plus ou moins bien, et ça vous donne même pas 1% de la population. Et c'est ça notre classe moyenne. Quand est-ce qu'on va élargir cette bande-là pour qu'il y ait des petits entrepreneurs, pour qu'il y ait ceux qui se débrouillent dans tel ou tel domaine, qui créent 2-3 emplois, qui est peut-être salarié quelque part, mais qui touche quand même, gagne suffisamment bien sa vie pour... Il n'est pas encore riche, mais il peut quand même soutenir sa famille, etc. Aujourd'hui, il y en a trop peu. C'est comme ça qu'on crée une classe moyenne finalement, en créant des emplois, des industries, des entreprises comme celles que nous commentons aujourd'hui. Et les amis, si pareille initiative sera une fois toutes les 2 décennies, une fois tous les 20 ans, tous les 25 ans, ma crainte, c'est qu'on soit encore ici, en 2050, en train d'ergoter sur un projet de ce genre, en train d'ergoter, est-ce que c'est 200 ou 300 ou 400 emplois qui ont été créés? Est-ce qu'on aurait pu ou on aurait dû emmener les bus stouffés ou les pièces détachées? Est-ce que c'est une fraude contre la DGDA ou pas? Est-ce que c'est une arnaque? Est-ce que le président de la République aurait dû être invité dans un petit truc comme ça? Est-ce que c'est bien ou pas? Est-ce que cet investisseur-là aurait été là avant ou pas? Est-ce qu'il est ami à tel régime politique, à tel autre ou pas? Je crains fort, si rien n'est fait, que dans 20 ans, ce soit encore le sujet des débats. Aujourd'hui, le sujet des débats, ce devrait être ce dont nous venons de discuter là. Dites-moi ce que vous en pensez, les amis. Abonnez-vous sur la chaîne. Envoyez-moi vos questions. On continue la discussion sur les réseaux sociaux. Et ensemble, j'ai l'habitude de le dire, les amis, je ne le dirai jamais assez, essayons un tant soit peu d'éclairer les masses, les informer du progrès, les outiller pour la concurrence. Laissez-moi un petit like sur la vidéo. Partagez, taguez vos amis et rassurez-vous que cette vidéo est vue, commentée, partagée. Et puis on en reparle. Et puis on continue. On se capte sur LinkedIn, on se capte sur YouTube, on se capte sur Facebook. On commente, on s'abonne massivement, on partage, on tag. Dites-moi ce que vous en pensez, les amis. Moi, c'était ce que j'avais pour vous en ce jour. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie aujourd'hui. J'ai hâte de vous retrouver très bientôt pour un autre numéro. D'ici là, prenez soin de vous et des vôtres. Chap, chap.